Un très grand bonjour à tous. Bonjour, merci d'être présent justement à ce nouveau webinaire Easy Bourse, en compagnie aujourd'hui, de Bertrand Alfandari, sur le thème des ETF. Bertrand qui est justement donc le responsable du développement des ETF chez BNP Paribas Asset Management et nous allons parler aujourd'hui de pourquoi et comment investir dans les ETF dans une assurance vie. Coucou Bertrand! Salut Imen, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là. Alors n'hésitez pas à m'indiquer si vous avez un problème technique, quel qu'il soit. N'hésitez pas aussi éventuellement à poster vos remarques. Et bien entendu, il y aura une session de questions-réponses à la fin, à laquelle Bertrand donc, se fera un plaisir de répondre. Alors, je mets tout de suite la présentation. Et on y va, Bertrand. Donc, du coup, alors, nous allons commencer peut-être par un petit rappel de qu'est-ce qu'un ETF. Donc ici, on a justement donc des éléments avec peut-être les avantages et les risques liés aux ETF. Bertrand, je te laisse la parole. Je pense que tu en parleras bien mieux justement que moi. Oui, bah alors bon, il y a pas mal de textes, donc je vais essayer de simplifier sans être complètement exhaustif ni sur les avantages ni sur les risques, mais déjà en tout cas l'être sur la définition. ETF, c'est un acronyme anglais qui veut dire Exchange Traded Fund. La traduction française, c'est un fonds qui se négocie sur une bourse. Donc la particularité d'un ETF, qu'on peut appeler aussi tracker, c'est le nom qu'on connaît en France. Donc, il y a plein de gens qui connaissent ça sous le nom de tracker et pas sous le nom d'ETF, mais c'est exactement la même chose. C'est de traquer un indice, donc de suivre à la trace, de répliquer aux frais de gestion près, à la hausse comme à la baisse, un indice boursier. Donc, on va retrouver une multitude d'indices boursiers, le CAC 40 ou des indices américains ou des indices obligataires. Bref, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail plus tard. Mais voilà, un ETF, c'est un fonds qui réplique un indice boursier et qui est coté en continu sur la bourse de Paris. Donc, on va pouvoir le négocier en bourse exactement comme on négocierait une action à n'importe quel moment de la journée. On peut l'acheter et le vendre. Et puis là, donc, Imen, on a mentionné ici des avantages. Bon, le principal avantage, c'est la liquidité, qui peut être un inconvénient aussi, mais c'est le fait de pouvoir justement le négocier comme une action, à la différence des autres fonds qu'on peut négocier qu'une seule fois par jour. C'est la grande variété aussi des gammes, parce que maintenant, il y a quasiment 2000 ETF qui sont listés en Europe, donc ça laisse un champ d'opportunités, de possibilités très larges qu'on veuille investir sur différentes classes d'actifs, différentes zones géographiques, différentes thématiques. Il y a évidemment la transparence, puisqu'on sait ce sur quoi on investit. On peut avoir tout le détail de l'indice sans problème sur le site de l'émetteur ou sur le site du fournisseur d'indices. Et évidemment, les frais de gestion qui sont relativement faibles, puisqu'on est à moins de 0,3% de frais de gestion annuels sur l'ensemble des ETF en Europe. Et souvent, on est à moins que cela sur des indices très, très classiques. Et en termes de risque, principal risque, c'est le risque de marché, parce qu'évidemment, les fluctuations à la hausse comme à la baisse, mais il n'y a pas de garantie en capital ni de protection sur le capital. Donc, l'ETF va avoir quasiment le même mouvement que celui de l'indice boursier. Donc, si l'indice baisse sensiblement, l'ETF baissera sensiblement. Il y a un risque également essentiellement de change qu'on peut avoir dès lors qu'on décide d'investir sur un indice qui est hors zone euro. Donc, dès qu'on va sur un indice européen, action européenne, action asiatique, action des pays émergents, action américaine, évidemment, là, on peut s'exposer à un risque de change entre l'euro et la devise des valeurs qui sont dans l'indice, si tant est que l'ETF ne soit pas couvert contre le risque de change, parce qu'on peut avoir des ETF couverts contre le risque de change. Voilà pour ce long monologue pour cette première slide d'Emile. Alors, justement, parlons maintenant du contexte, Bertrand, et notamment un contexte focusé sur justement donc, le marché européen des ETF. Donc, l'état du marché européen et les deux tendances. On en voit deux en particulier, justement, donc en 2022. Je vais te laisser les commenter. Donc, tout d'abord, l'essor des ETF obligataires et ensuite l'envolée des ETF ESG. Oui, alors le marché des ETF, il est assez récent finalement. Bon, ça doit faire un peu plus de 20 ans que ça existe en Europe, un peu plus aux États-Unis, mais le marché est essentiellement hors Europe et hors France. Donc, il est très mature aux États-Unis où on achète des ETF dans les réseaux bancaires, dans les agences bancaires. Ce n'est pas le cas encore en France ni dans d'autres pays d'Europe, mais la croissance structurelle de ce marché est extrêmement forte. On est à plus de 15% de croissance annuelle depuis 10 ans sur le marché des ETF. Donc, l'année 2022 a été effectivement
particulière puisqu'il y a eu une réticence à aller sur les marchés actions et on a essentiellement à 70% des ETF qui répliquent des indices actions dans le marché. Donc forcément, les encours sont détenus majoritairement sur des indices actions. Donc on a le marché a pâti de cet appétit plus faible sur le marché des actions, mais en revanche, on a quand même continué à collecter. C'est ce qui est mentionné ici dans cette slide, quasiment 80 milliards d'euros de collecte nette. Donc, ça n'a pas compensé l'effet marché, donc c'est-à-dire la baisse des encours, mais il y a quand même encore une dynamique de collecte forte en 2022, mais évidemment beaucoup moins forte que celle qu'on a pu connaître les années précédentes. La tendance numéro 1, peut-être, Imen, sur les ETF obligataires, tu voulais que je commente un peu? Oui, on t'écoute. Oui. D'accord. Donc, oui, ce que je disais, c'est que le marché, historiquement, est plutôt un marché d'ETF qui réplique des indices actions. Au départ, c'était des indices actions très connus, comme le CAC 40, comme l'Eurostoxx 50, comme le Stoxx Europe 600, comme le S&P 500. Bon, je suis désolé pour tous ces acronymes. Pour ceux qui sont habitués au marché financier, vous connaissez ces grands indices boursiers. Et puis après, on est allé sur des indices beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus thématiques. Même les ETF obligataires ont toujours été assez faiblement représentés dans l'univers des fonds listés. Et là, maintenant, on rattrape tous, autant qu'on est, les émetteurs d'ETF, notre retard, et on innove de plus en plus sur la partie ETF obligataire. Et comme les investisseurs, majoritairement, sont des investisseurs professionnels, institutionnels, ils viennent aussi sur les ETF pour leur capacité à répliquer fidèlement des indices obligataires. Donc l'année 2022 a été une année axée sur les obligataires, sur les ETF et indices obligataires. On voit ici que c'est quasiment la moitié des flux qui sont allés sur des ETF obligataires. Et la grande tendance de fond, encore plus forte que celle des ETF obligataires, c'est celle de l'ESG, donc E, environnement, S, social, G, gouvernance, c'est ce qu'on appelle l'investissement responsable. Donc là, on peut décider d'investir sur des ETF qui vont répliquer des indices ESG, c'est-à-dire que les actions qui sont sélectionnées par le fournisseur d'indices au sein de cet indice le sont sur la base de critères extra-financiers, sur la base de notations extra-financières, sur la partie environnementale, sociale et gouvernance de chaque société. Et ces ETF qui répliquent des indices ESG ont connu un essor fulgurant depuis déjà 4 ans, mais ça a continué encore 2022. 2021, c'était plus de 50% de la collecte des ETF qui allaient sur des indices ESG. Et 2022, comme c'est mentionné ici, c'est quasiment les 2/3 de la collecte de l'année dernière qui se sont positionnés sur des indices responsables. Donc, pas d'effet de mode, mais une croissance structurelle forte sur l'ESG. Alors, à présent, passons justement donc à l'existence donc des ETF dans le contrat d'assurance vie justement donc EasyBourse, à savoir donc EasyVie. Donc aujourd'hui, en fait, concernant le contrat dans son ensemble, qui a deux modalités de gestion, donc la gestion libre accompagnée de portefeuilles conseillés donc de la Banque Postale Asset Management, et la gestion sous mandat qui en fait est prise entre les mains donc de l'équipe de Louvre Banque Privée. Eh bien, ce contrat a aujourd'hui 233 unités de compte, et parmi ces 233 unités de compte, on a 188 fonds gérés activement. On a ensuite 40 ETF et on a 5 SCPI. Et donc, les 40 ETF, on a justement donc 18 ETF en gestion libre et 29 ETF en mandat justement d'arbitrage. Pour le coup, si maintenant on fait un zoom sur les ETF de BNP Paribas Asset Management qui sont présents pour l'intégralité dans la gestion libre, qu'elles soient ou pas accompagnées, nous en avons en particulier 5. Donc 5 ETF, donc un ETF géographique sur le Japon, un ETF sur le low carbone, on va rentrer un peu plus dans le détail justement de l'ensemble de ces différents produits, et 3 ETF qui ont pour sous-jacent donc 3 indices importants, phares sur les marchés financiers, l'Eurostoxx 50, le S&P 500 et le Stoxx Europe 600. Pour le coup, je te laisse peut-être commenter ces différents produits. Oui, avec plaisir, Imen. Bah déjà, peut-être pour revenir sur le message essentiel que tu donnais tout à l'heure sur le fait qu'il y avait maintenant, en termes de possibilités de diversification d'un contrat d'assurance vie,
au sein d'EasyV 40 ETF. Moi, je peux donner mon commentaire parce que je suis ça d'une manière générale sur l'ensemble des assureurs en France et c'est une très bonne nouvelle parce que déjà, tous les assureurs ne référencent pas des ETF au sein de leur unité de compte et ceux qui en référencent, généralement, en référence assez peu. C'est-à-dire qu'on va retrouver 2, 3, 4, 10 ETF dans un contrat d'assurance vie. Donc là, le fait qu'EasyV ait pris le virage des ETF via l'assurance vie et en ait 40 référencés, c'est pour nous une excellente nouvelle, mais pour les investisseurs, une excellente nouvelle puisque ça leur permet justement d'accéder à ces offres qui sont souvent diversifiantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de redondance ou peu entre des ETF et des fonds de gestion active. C'est complémentaire. On peut décider d'investir sur un fonds de gestion active parce qu'on croit en la conviction du gérant à battre un indice de référence parce qu'il est très doué sur la zone japonaise ou sur les moyennes capitalisations ou sur un thème d'investissement particulier. Et puis, on peut décider aussi de corréler, entre guillemets, une partie de son portefeuille, de son contrat d'assurance vie, à des grands indices boursiers ou à des indices de niche, puisque en ETF, on va retrouver des ETF qui vont, comme je disais tout à l'heure, soit répliquer des grands indices standards, soit des indices vraiment très précis, très spécialisés. Donc, on va retrouver donc au sein des unités de compte d'EasyV des ETF de BNP Paribas Asset Management qui vont proposer cette capacité de diversification d'une gestion de portefeuille ou d'une gestion d'un contrat d'assurance vie. Comme tu le disais, Imen, on a là, tu as fait un focus sur 5 ETF de la gamme BNP Paribas Easy. Donc, BNP Paribas Easy, tous nos ETF chez BNP Paribas Asset Management s'appellent BNP Paribas Easy. Et ensuite, on va retrouver le nom de l'indice. Donc là, si je les prends ici de haut en bas, merci, Imen, pour cette slide, parce qu'elle va être plus claire pour moi à commenter. Donc, on commence par le S&P 500. S&P 500, Standard & Poor's, c'est le nom du fournisseur d'indices. 500, c'est le nombre de valeurs qui sont dans l'indice. Et c'est l'indice phare américaine, phare des actions américaines, pardon. On peut retrouver le Dow Jones, on peut retrouver le Nasdaq pour les valeurs technologiques. Mais globalement, si on veut investir sur un indice qui représente l'économie américaine, on va investir sur cet indice qui est déjà assez diversifié puisqu'on est sur 500 valeurs et nous avons un ETF qui réplique cet indice S&P 500. Vous voyez ici les notations Morningstar, je ne commente pas puisque c'est déjà écrit sur cette slide. La petite information sympathique, c'est qu'il est non seulement éligible à l'assurance vie et référencé dans le contrat EasyV, mais il est également éligible au PEA, ce qui est assez étonnant. Donc, ça permet de diversifier un PEA avec des actions américaines et cet indice large. Le deuxième, c'est le Stoxx Europe 600. Je vais aller un petit peu plus vite. Très, très simple, un indice qui réplique 600 valeurs européennes. Donc, on n'est pas dans la zone euro, on est sur l'Europe. Donc, ça inclut la Grande-Bretagne et ça inclut d'autres pays. Alors, la Grande-Bretagne, je ne suis pas sûr que ce soit dans mes... Bon, à vérifier, mais il va y avoir la Suède, il va y avoir la Norvège, enfin les pays nordiques, il peut y avoir le Danemark, il peut y avoir d'autres pays. Donc, hors zone euro, hors devise. Donc, on peut avoir certaines actions qui sont libellées dans des devises qui ne sont pas l'euro. Et c'est là où on revient au risque de change que je mentionnais tout à l'heure. L'Eurostoxx 50, là, on est en zone euro. Donc, uniquement des valeurs de la zone euro libellées en euros. Donc, pas de risque de change à partir du moment où on est investisseur français qui investit sur des euros. 50 valeurs, évidemment, comme son nom l'indique. Le MSCI Japon, MSCI, c'est un fournisseur d'indices, Morgan Stanley, très connu. C'est le plus gros des fournisseurs d'indices dans le monde. Je crois qu'il couvre 70% de tous les indices au niveau mondial. Donc, ils sont incontournables et ils créent plein d'indices qui vont répliquer des paniers d'actions ou des paniers d'obligations. En l'occurrence, ici, nous avons un panier d'actions japonaises et ESG, donc qui sont sélectionnés selon des critères E, S et G que je mentionnais tout à l'heure. Donc, environnement, social et gouvernance, avec MINTE. Alors, je suis désolé parce qu'il y a plein d'acronymes, c'est très moche, mais on n'a pas encore trouvé la recette miracle pour être hyper clair dans nos dénominations, puisqu'il faut que tous les investisseurs européens puissent comprendre, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc, MINTE, ça veut dire Tracking Error Minimum. C'est quoi la Tracking Error? C'est la capacité de l'ETF à se dévier par rapport à un indice de référence. Là, en l'occurrence,
le MSCI Japon ESG, mean tracking error, ça veut dire qu'il va rester proche en termes de courbe d'évolution de performance d'un indice qui n'a pas ces critères ESG. Donc, ça veut dire qu'il va avoir concrètement une pondération sectorielle proche des indices traditionnels. Il ne va pas y avoir de biais sectoriel très fort dans cet indice, donc dans cet ETF. Et enfin, le BNP Paribas Easy low carbone 100 Europe PAB. Donc là, pareil, donc low carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire bas carbone. Ça veut dire que cet indice va sélectionner 100 sociétés au sein de l'Europe qui sont réputées être les plus faiblement consommatrices de carbone ou émettrices de carbone au sein de leur secteur d'activité. Et c'est pour ça que ces valeurs-là vont se retrouver dans cet indice low carbone 100 Europe. PAB, ça veut dire Paris Aligned Benchmark, ça veut dire aligné à l'accord de Paris. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un indice qui est PAB, donc conforme à l'accord de Paris, doit proposer une décarbonation, une empreinte carbone au minimum 50% plus faible que celle d'un indice de référence classique, un indice action européenne qui n'est pas PAB. Plus une décarbonation annuelle de 7% supplémentaire. Bon, je passe les détails, mais c'est pour vous dire que quand on a un indice PAB, c'est qu'il est conforme à l'accord de Paris. Voilà, Imen, pour ces explications sur ces 5 fonds, 5 unités de compte au sein d'EasyV. Alors simplement, justement, pour revenir sur ce tableau qui vous rend compte de certaines caractéristiques phares de ces différents instruments, on a essayé de mettre en évidence à la fois l'aspect financier par la notation Morningstar, qui est une notation justement qui va de 1 à 5, 5 étant la meilleure note pour le coup, et qui compare en fait un produit financier par rapport à ses pairs. Donc pour le coup, on a aujourd'hui uniquement des produits, des ETF, qui sont très bien notés par ce cabinet de référence. Et parallèlement, on a voulu également vous rendre compte de la durabilité de ces différents ETF. Et on voit que justement, donc, 3 de ces produits ont des globes Morningstar assez élevés, hein, donc 4 sur 5. Là aussi, c'est en fait une démonstration que ces ETF sont gérés également avec la prise en considération d'un aspect extra-financier fort. Et surtout, on a 2 ETF qui sont labellisés, qui ont le label ISR d'État français et qui ont également donc le Low Carbon Designation, qui est en fait un label propriétaire du cabinet Morningstar. Et ça, c'est important, c'est un peu la marque de fabrique pour le coup de BNP Paribas Asset Management, cette conciliation entre d'un côté un aspect rating financier intéressant et de l'autre côté un aspect durabilité tout aussi prononcé. Donc peut-être un commentaire sur le sujet? Oui, mais un commentaire, c'est jamais évident de sélectionner un ETF tellement il y en a. Il y en a à peu près 500 qui sont listés sur Euronext Paris, donc le champ des possibles est très large. Mais ce n'est pas non plus évident de choisir un ETF responsable et selon quels critères on estime qu'il est responsable. Donc, évidemment, la réglementation évolue rapidement et de façon de plus en plus stricte, et c'est bien pour éviter le greenwashing, pour éviter des incompréhensions sur différents types d'indicateurs. Mais tous ces labels, ces globes, ces notations, voilà, il ne faut pas en regarder un en particulier, ce serait plutôt ma recommandation, mais de se dire qu'à partir du moment où on va cumuler des bonnes notes, des bons scores ESG, différents labels, le label français, le label belge, le label allemand, enfin peu importe, il y a plein de types de labels dans différents pays. Ben voilà, à partir du moment où il passe plusieurs étapes, c'est que déjà en termes de responsabilité, on va dire de dimension responsable de l'ETF, il répond à des normes beaucoup plus élevées que celui qui n'a ni label, ni globe, ni bon score ESG. Donc l'idée, c'est d'essayer de concilier les deux, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans la revue de l'univers d'investissement du contrat EasyV dans son entièreté. Donc à la fois dans l'univers gestionné, mais également dans l'univers gestion sous mandat. On est en train de vraiment faire un effort
très important pour vous proposer à la fois des supports d'investissement, des unités de compte qui soient justement, qui ont un track record de performance intéressant, mais qui par ailleurs présentent une durabilité assez importante. Et là-dessus, on s'arrête rapidement sur justement un des ETF thématiques que l'on vient d'évoquer, qui est l'ETF low carbone. Alors, tu viens de l'énoncer justement, donc Bertrand. Peut-être un mot sur à la fois l'indice boursier qui est répliqué, mais également aujourd'hui sur les différentes caractéristiques en termes de régions, de secteurs, et puis peut-être de sociétés investies. Les sociétés investies, je ne vais pas forcément commenter parce que l'indice bouge en permanence et puis voilà, là, ce sont les principales lignes qu'on retrouve ici. Bon, je vais pas commenter parce qu'une valeur qui est aujourd'hui peut très bien ne plus y être dans quelques semaines ou dans quelques mois, et c'est justement tout l'intérêt d'un indice, c'est qu'il bouge aussi en permanence. Soit parce que la valeur qui répondait à des normes ESG ne répond plus à ces normes, soit parce qu'elle est exclue, parce qu'elle travaille dans un domaine d'activité qui va faire partie d'un champ d'exclusion du fournisseur d'indices. Donc, bref, soit parce qu'elle n'est plus suffisamment liquide pour être intégrée dans un ETF, pour plusieurs raisons, les valeurs peuvent sortir, entrer dans l'indice, et donc l'indice vit. C'est ce qu'il faut retenir, l'idée principale. Sur les secteurs d'activité, c'est juste pour dire que tous les secteurs sont concernés. Donc là, on va retrouver la santé, la consommation, les services financiers, tout ce qui est secteur industriel, tout ce qui est cyclique. Mais effectivement, il y a des secteurs qui sont plus polluants que d'autres. L'intérêt de ce type de démarche, c'est aussi d'avoir un impact sur les secteurs qui sont polluants pour inciter les entreprises de ce secteur à être les plus vertueuses possibles au sein de leur secteur. Donc, celles qui sont retenues dans l'indice sont celles qui ont la plus faible empreinte carbone au sein de leur secteur. Et évidemment, on espère avec toute cette démarche que les autres qui ont une empreinte carbone beaucoup plus forte vont faire ce qu'il faut en termes de recherche, d'innovation pour diminuer leur empreinte carbone. Un mot surtout, Imen, là-dessus, sur cette thématique, puisqu'en fait, on va couvrir la zone euro, comme là, ici, en l'occurrence, c'est l'Europe, la zone Europe. Mais on avait lancé un ETF Eurozone sur exactement la même thématique, la même méthodologie d'indice, mais pas la même zone géographique. Non, pardon, c'était l'Europe, c'était déjà l'Europe qu'on avait lancé en 2008. C'est juste pour vous dire qu'au départ, on a lancé ce fonds il y a maintenant, il faut que je calcule, 15 ans quasiment, en octobre 2008, donc ça va faire 15 ans en octobre 2023. Donc il a 15 ans d'ancienneté. Et l'indice a déjà évolué plusieurs fois dans sa méthodologie. Il y a un comité scientifique, l'indice il est administré par Euronext, mais il y a un comité scientifique avec des personnes spécialisées dans le carbone qui font partie de ce comité scientifique, et on va faire évoluer cet indice, ils vont faire évoluer cet indice. Donc c'est intéressant de voir que la matière, évidemment la matière du carbone et de la décarbonation évolue sans cesse. Donc quand on investit dans un ETF et donc sur un indice boursier, il faut se dire que cet indice bouge en permanence. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment 1 milliard d'euros d'encours sur ces indices bas carbone d'Euronext. On ne pensait pas du tout au départ, on a lancé ça bien avant la COP21, et finalement au départ c'est un peu végété, on avait quelques millions d'euros d'encours et on s'est demandé si c'était toujours opportun de garder cet ETF pour nos clients, parce qu'on ne sentait pas d'intérêt fort à cette époque-là, en 2010, en 2012, et puis après fin 2015 avec la COP21, on a vu les encours énormément progresser, et maintenant l'ETF bas carbone, PAB, est l'un des ETF les plus gros au sein de notre gamme. Donc, les investisseurs professionnels et particuliers sont allés massivement sur cette thématique ces dernières années. Et nous sommes sincèrement contents, justement, de notre côté, de proposer, en fait, cet ETF thématique. Et avons l'ambition de vous en proposer d'autres dès cette année. Pour Oui, le parce coup, que, oui. pardon, je te coupe, Imen, et oui, Non, nous avons d'autres thématiques qui sont également intéressantes en termes de diversification, et on est essentiellement sur la partie E, même si on va retenir les scores en matière sociale et en matière gouvernance des entreprises. Les fournisseurs d'indices vont retenir ces scores, mais c'est vrai que les thématiques sont essentiellement à ce jour liées aux problématiques
environnementales, de transition énergétique ou de faible empreinte carbone. Alors justement, donc, comme tu le dis, vous avez plusieurs thématiques, sur l'économie circulaire, sur la biodiversité, ou encore éventuellement sur la blue economy. Ce qui est Oui, important pour nos clients, ce qui est très important pour nos clients, et j'insiste, je souligne vraiment ce sujet-là, c'est qu'on est demandeur de justement votre appétit client. C'est-à-dire, n'hésitez absolument pas à nous solliciter pour requérir justement de notre côté le référencement de thématiques clés ou de produits phares, notamment en lien avec la durabilité. On veut être à votre écoute et c'est important pour nous justement que vous nous sollicitiez sur ce qui vous intéresse de voir dans cet univers d'investissement. Alors aussi bien entendu dans notre contrat d'assurance vie, mais pas que, également justement par ailleurs dans l'ensemble de l'activité de Dizzy Bourse. Donc nous serons à votre écoute et étudierons chacune de vos demandes pour voir éventuellement ce qui est réalisable. Et bien sûr, l'idée étant que nous travaillons avec les émetteurs avec lesquels nous collaborons déjà étroitement. Donc effectivement, ce que j'indiquais en amont, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les ETF de BNP Paribas Asset Management sont disponibles donc dans la modalité gestion libre de notre contrat d'assurance vie, modalité gestion libre qui lui propose 5 profils pour le coup. Donc vous les voyez ici, un profil prudent, un profil modéré, un profil équilibré, un profil audacieux et un profil dynamique. Quel que soit le profil que vous choisissez, vous aurez la possibilité de sélectionner un ETF de BNP Paribas. Et encore une fois, on a vocation à vous proposer d'autres thématiques avec BNP, mais également éventuellement avec d'autres émetteurs par ailleurs. Peut-être pour terminer, justement, donc avant de passer à la session des questions-réponses, on vous a proposé 3 sondages, voilà, donc je publie les uns après les autres. Le premier sondage, c'est est-ce que vous utilisez aujourd'hui les ETF globalement, est-ce que vous utilisez les ETF? Donc ensuite, donc là, le premier sondage a dû être publié. Vous me dites éventuellement, vous le voyez ou pas? sachant que la Juste au réponse cas est où. simple, hein, c'est oui ou non. Non, vous le voyez pas? D'accord, Christine. Donc du coup, alors pourquoi? Normalement, pourtant. Je ne vois pas, Je ne Imen. vois pas non plus? D'accord, Bah, alors moi, en attendez. fait, je ne sais pas trop regarder, donc sondage. D'accord. Ah, bah, si, il faut aller dans sondage, en bas à droite. Normalement, je vous ai publié le premier. Alors, Et moi, après, vous devez juste soumettre votre vote, en fait, pour le coup. allez, moi, Donc, je je le vous ai fais. soumis le premier sondage qui est donc est-ce que vous utilisez les ETF globalement parlant aujourd'hui? Je vous soumets le deuxième sondage qui est Ouais. pensez-vous qu'investir dans les ETF dans votre contrat d'assurance vie est une bonne idée? Donc, je vais le publier également, l'idée étant de dire oui ou non. Et enfin, le dernier sondage, c'est quel est le critère déterminant de votre choix d'un ETF? 4 possibilités, l'indice sous-jacent ou la thématique, le nom de l'émetteur, les frais de gestion et l'aspect ESG ou les labels associés à cet ETF. Donc, je publie également le troisième sondage en espérant que vous les voyez. Donc, Bertrand, peut-être, parce que moi, je n'ai pas éventuellement la. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vois. Ouais, vous les voyez? Ouais, ouais. Je les vois maintenant, ça D'accord. y est, je vois les réponses aussi. Ah, tu vois les réponses. Alors, moi, je ne vois pas les réponses. Pourquoi je ne vois pas les réponses? Qu'est-ce qui se Alors, passe? bah, il faut répondre. En fait, il faut que tu répondes pour voir Ah, les réponses. ok, alors je vais Donc, répondre moi, j'ai aussi. répondu du Donc, coup. Donc, j'ai biaisé alors, le d'accord. résultat. Ok. Mais Ah oui, oui, effectivement, tu as raison. Et puis, on va commenter. Donc, moi, je vais donner donc, mes réponses aussi. Et je vais donner mes réponses. Donc, du mais c'est coup, intéressant. on va commencer peut-être éventuellement par l'utilisation. Donc, effectivement, donc, vous êtes, en tout cas aujourd'hui, la majorité à répondre par la positive. Bon, même si aujourd'hui, voilà, c'est plutôt 50-50, on va dire ça comme ça. Pour Pensez-vous l'utilisation. qu'investir. Oui, je t'en prie, Bertrand. Non, non, oui, oui, effectivement, oui, bon, 56% non, 44% oui, mais ce qui reste pas mal hein, comme score, 44% de ceux qui utilisent les ETF. C'est bien. Et est-ce que vous pensez pour autant justement que les ETF de votre contrat d'assurance vie, c'est une bonne idée? La réponse est majoritairement oui. Donc en fait, même ceux qui n'utilisent pas les ETF à date
sont susceptibles de les utiliser dans leur contrat. Enfin, Mmh. quel est le critère déterminant de votre choix d'un ETF? Vous êtes pour la plupart d'entre vous justement à dire que c'est l'indice sous-jacent ou la thématique. Donc, Ouais. écoutez, encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à nous indiquer quels sont les indices sous-jacents ou quelles sont les thématiques qui ont votre faveur. Bertrand, peut-être un mot? Oui, bah, alors, comme je le disais sur la première question, 44% de ceux qui utilisent déjà des ETF, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que la France est quand même en retard sur les investisseurs particuliers et leur capacité à connaître et à utiliser les ETF. Sur la seconde question, dans l'assurance vie, 75% répondent oui. C'est très bien parce qu'en fait, on n'est pas sur des outils tactiques. Souvent, on croit que l'ETF, parce qu'il y a des ETF à effet de levier, on va utiliser l'ETF sur quelques jours ou quelques semaines. Non, les ETF ont pour vocation à préparer une retraite, à intégrer un contrat d'assurance vie ou un PEA pour 5 ans, 10 ans, voire plus. Donc, c'est très bien qu'il y ait cette association entre l'ETF et l'assurance vie en France. Et puis enfin, sur la dernière question, l'indice sous-jacent, la thématique, bah oui, c'est normal quand on choisit un ETF, et vous avez raison, il faut choisir principalement l'indice sur lequel on investit, même s'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les frais de gestion peuvent être un critère, même si moi, je ne suis pas très fan de ça, parce que le plus important, c'est la performance nette de frais de gestion et non pas le niveau des frais de gestion. L'aspect ESG, vous avez été assez peu à dire que c'est un critère déterminant. Bon, voilà, mais c'est vrai que les particuliers sont peut-être un peu moins sensibles que les investisseurs institutionnels à l'aspect ESG. Et enfin, le nom de l'émetteur, et là c'est pour la petite blague, bah, personne n'a répondu le nom de l'émetteur, donc ça veut dire que ce soit BNP Paribas, Asset Management ou un autre, ça ne changera rien pour vous. Et à la limite, voilà, c'est vous qui décidez ces critères, donc c'est très bien comme ça. Alors Christine, vous dites effectivement qu'il n'y a pas qu'un seul élément déterminant, donc effectivement, c'est une combinaison Oui, d'éléments. Alors, je ne suis pas certaine de comprendre, ce n'est pas vrai. Ah, le sondage était trop réducteur. Bah, dites-nous, dites-nous ce qu'il en est. On est complètement justement donc à l'écoute. C'est-à-dire qu'on n'a pas cité suffisamment de critères, selon vous. N'hésitez pas à interagir éventuellement. Quels autres critères, dans ce cas-là, entrent en ligne de compte ouais, ouais, bien dans sûr. votre choix? Mmh. Peut-être un mot aussi. On a comme support normalement justement pour choisir en principe son unité de compte, ce qu'on appelle les documents clés d'information donc aux investisseurs, donc plutôt Mmh. les documents d'information clés aux investisseurs. Peut-être un mot là-dessus, Bertrand. Selon toi, comment lire ce document? Comment bien lire ce document? Tu veux dire le kit? Le DC justement que l'on met Oui. nous en fait à disposition de nos clients, bah, Mmh. à la fois sur notre plateforme bourse, hein, mais également dans notre offre d'assurance vie pour avoir un aperçu un peu plus justement profond des Mmh. caractéristiques du produit. Comment selon toi bien lire justement donc ce DC? Alors, moi, je dirais que le plus important, c'est ce qu'on appelle l'orientation de gestion ou la stratégie de gestion, c'est-à-dire, bah, en gros, quelle est la vocation de cet ETF? Est-ce qu'il doit répliquer un indice action, un indice obligataire? Est-ce qu'il va aller investir sur des valeurs uniquement françaises ou européennes? Est-ce qu'il va sélectionner des biais particuliers en matière de secteur d'activité ou pas, ou des thématiques particulières? Donc, tout ça, c'est mentionné dans le DCI, dans ce qu'on appelle l'orientation de gestion, la stratégie de gestion. Donc déjà, ça donne un peu l'aspect macro de ce sur quoi on investit. Après, on peut regarder le niveau des frais de gestion qui vont être mentionnés, le niveau d'indicateur de risque aussi. Ça permet de comparer des ETF les uns avec les autres, parce que même si on décide d'investir sur un ETF A qui réplique un indice action et un ETF B qui réplique un autre indice action, eh bien, on peut avoir des indicateurs de risque différents. Donc, si vous voulez être en cohérence avec le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, il faut regarder cet indicateur. Après, il y a plein d'autres éléments qui sont donnés dans ce document. Moi, ce que je conseille, je dirais d'une manière générale, c'est comme on va investir sur 5 ans, 7 ans, 10 ans sur un ETF, ça vaut le coup de passer 10 minutes, un quart d'heure avant d'investir sur un fonds. Que ce soit un fonds d'ailleurs de gestion indicielle comme un ETF, comme un autre fonds, ça vaut le coup de passer 10 minutes à regarder ce document, ce qu'on appelle le DC, voire ce qu'on appelle le reporting mensuel aussi,
du fonds, qui est un document obligatoire, qui va aussi donner des informations clés sur le fonds. Donc, n'ayez pas de mauvaises surprises. Passez 10-15 minutes à regarder ces documents ou réglementaires ou marketing qui donnent des informations importantes. Alors, Nicolas nous dit une remarque sur les ETF. Sur les ETF, il y en a beaucoup, effectivement. Leur nom est vraiment technique et il est difficile de choisir. Je suis entièrement d'accord avec vous. Parfois, c'est pas évident, en fait. En plus, notamment dans les fiches valeurs, on a des raccourcis de noms. Alors, est-ce que vous connaissiez, chers participants, notamment ceci sur la page offre EasyV. Après, je laisse Bertrand nous donner également un commentaire peut-être sur ce sujet, à savoir ce document-là, qui est le document sur les supports d'investissement. Donc, c'est un document qui se trouve, pour le coup, je vais vous donner ça, liste des supports. Alors, effectivement, c'est pas énormément mis en évidence. Et à l'intérieur de ce document, vous avez l'ensemble des unités de compte, justement, qui sont disponibles aujourd'hui dans notre contrat EasyV. Et vous avez à l'intérieur donc des libellés, là, normalement, la mention ETF qui apparaît lorsqu'il s'agit d'un ETF. Alors, ceci est en cours de toute façon d'évolution, pour mieux justement vous présenter ces unités de compte par typologie de produits et également par classe d'actifs. Mais quoi qu'il en soit, vous avez donc à l'intérieur de ce document support d'investissement les ETF de BNP Paribas qui apparaissent avec l'ensemble justement donc du libellé. Donc, c'est un libellé qui, pour le coup, n'est pas raccourci. Et donc, voilà. Et donc, vous avez ensuite les caractéristiques donc de ces ETF, caractéristiques donc, sur la durabilité, caractéristiques également sur les frais. Voilà, avec précision donc de l'univers d'investissement, donc gestion libre ou mandat d'arbitrage en question. Ce document support d'investissement, on souhaite mieux vous le présenter de manière à ce que justement il soit plus digeste, mais c'est en tout cas un support qui a son importance et puis son utilité surtout pour regarder le panorama d'ensemble des supports d'investissement qui vous sont proposés dans EasyV. Alors, Nicolas, une autre question. Une question, donc c'est en prenant les ETF CAC 40 par exemple, je comprends qu'il y a ceux qui répliquent le cours et ceux qui répliquent le cours en intégrant les dividendes versés. Le deuxième étant plus intéressant a priori. Est-ce que vous êtes d'accord et comment en fait identifier les deuxièmes? Comment identifier notamment les ETF CAC 40 qui intègrent les dividendes, Bertrand? Ouais. Alors, bon, moi je suis désolé, mais le tableau, j'ai une mauvaise vue. Je suis trop vieux pour pouvoir suivre toutes les petites présentations. Pour répondre à la première question de Nicolas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a 450 ou 470, je pense, listés sur Euronext Paris. Moi, je vous conseillerais aussi d'aller voir les moteurs de recherche des émetteurs. Alors, le grand avantage d'aller sur EasyBourse, par exemple, c'est que vous avez tous les émetteurs. Et je pense que le moteur de recherche est plutôt bien fait. Après, si vous allez, par exemple, sur le moteur de recherche de BNP Paribas Asset Management sur les ETF, évidemment, il n'y a que les nôtres, donc ça ne vous ouvre pas le champ des possibilités aux autres. Mais déjà, ça vous permet de regarder quels sont les filtres, parce qu'on a mis des filtres spécifiques sur les ETF qui ne concernent pas les autres fonds qui ne sont pas des ETF. Et donc, à vous après de regarder soit en termes de performance historique, soit en termes de label ou pas label, ou de catégorie SFDR, ou de frais de gestion, ou de classe d'actifs, ou de zone géographique. Vous allez pouvoir mettre évidemment des filtres, et après, vous allez vous retrouver sur, si vous êtes multi-émetteur, sur une dizaine de fonds maximum. 8, 7, 6, parfois 3, parfois qu'un seul, parce que vous avez choisi qu'une seule thématique et qu'un seul le propose. Donc, il y a 500 ETF, mais si vous affinez vos fils dans un bon moteur de recherche, vous allez arriver sur une liste assez réduite et donc le choix va être plus simple. Ça, c'était pour répondre à la première question de Nicolas. Et enfin, la question sur le PEA. Alors, oui, pardon, pas le PEA, le CAC 40, l'ETF CAC 40. Oui, il y a des parts C comme il y a des parts D dans de nombreux ETF. Donc, c'est-à-dire par C, c'est par capitalisation. Ça veut dire que les dividendes sont capitalisés dans l'indice. Effectivement, l'indice est calculé dividendes réinvestis. L'un n'est pas mieux que l'autre. Si jamais les dividendes ne sont pas réinvestis, ils sont distribués. Et là, on va avoir une part D.
Donc, il faut que vous regardiez dans la part du fonds, si c'est une part C qui capitalise les dividendes au sein même de l'indice, ou si c'est une part D qui distribue ces dividendes. Et si l'ETF est une part D et donc distribue, ça veut dire que là, normalement, c'est tous les ans ou ça peut être parfois trimestriel ou parfois biannuel le versement des dividendes. Donc, vérifiez ça. Mais il y a certains investisseurs qui préfèrent avoir des parts D pour justement toucher des revenus réguliers. Et ceux qui n'ont pas envie en général, dans l'assurance vie, c'est plutôt des parts C pour le coup. Ouais. En fait, normalement, dans l'assurance vie, c'est plutôt des parts C. Et normalement, cette mention du C ou du D, vous l'avez dans le libellé donc, du fonds. Donc, normalement, vous le retrouvez en fait de cette manière-là. Une question de Françoise qui est intéressante. Donc, sur les ETF obligataires, EasyV n'en propose pas aujourd'hui. Alors, on a des ETF obligataires dans la gestion sous mandat. On n'a pas encore de ETF obligataires dans la gestion libre. En revanche, nous allons vous en proposer. C'est un engagement que je prends aujourd'hui donc avec vous. Et pourquoi pas des ETF obligataires BNP Paribas. mais avec cette condition d'allier justement donc track record financier intéressant et durabilité. Donc aujourd'hui, oui, on a des ETF obligataires ESG pour le coup sur le marché. L'idée, c'est justement de vous proposer plutôt ces instruments-là. Et à condition aussi, si je peux me permettre, Imen, d'associer à tout ça aussi une technicité un petit peu plus élevée, parce qu'investir sur des ETF qui répliquent des indices actions, je ne dis pas que c'est simple, mais on peut comprendre le mécanisme de l'évolution du marché des actions d'une manière générale aux États-Unis, dans les pays émergents, en France, en Europe, même si c'est évidemment impossible à estimer ces évolutions futures. En revanche, sur le marché obligataire, c'est un petit peu plus technique pour comprendre l'impact de la hausse d'une hausse de taux ou d'une baisse de taux sur les valorisations des obligations. Est-ce qu'on investit sur des obligations de maturité longue ou de maturité courte? Bref, évidemment, les investisseurs institutionnels viennent massivement sur ces ETF obligataires. Les particuliers aussi, certains ont de l'appétence pour ça, mais il faut maîtriser quelques mécanismes financiers. Sinon, si ce n'est pas le cas, il vaut mieux aller sur du fonds en euros. Après, pour répondre à Olivier, qui demande justement donc, si on est à même de proposer des ETF répliquant des fonds obligataires à échéance ou datés. En tout cas, pour EasyV, hein, a priori, on n'en proposera pas. On ne proposera pas des ETF justement donc, qui répliquent ces fonds. En revanche, on proposera des fonds à échéance. On a pour volonté de vous proposer, à compter de cette fin du premier trimestre, donc des fonds à échéance sur notre plateforme bourse pour le coup. Et donc voilà, vous aurez la possibilité de vous positionner sur ces fonds à échéance. Un mot là-dessus peut-être, Bertrand, vous en avez, vous? Alors, il doit y en avoir, mais côté BNP Paribas Asset Management, bien sûr, il y a des fonds… Non, je parle des ETF. Non, ETF non, sur des fonds à échéance, ouais, j'imagine. Non, nous, ce sont des fonds ouverts, il n'y a pas de date d'échéance, il n'y a pas de protection en capital, il n'y a pas de garantie en capital. Voilà, donc, et pour répondre à la question de Françoise, non, pardon, c'est pas ça, de Nicolas. Olivier, je crois, non? Les ETF correspondent en fait au traditionnel FCP avec frais réduits. Non. Alors, évidemment, il y a des frais réduits par rapport à d'autres types de gestion, mais oui, c'est un fonds commun de placement, généralement, donc c'est un fonds, un ETF, mais il va répliquer un indice boursier. Alors qu'un fonds commun de placement classique, qui n'est pas ETF, qui n'est pas indiciel, lui, le gérant, son travail, c'est de faire des paris dans le marché, parce qu'il connaît très bien un secteur ou une zone géographique ou une classe d'actifs et qu'il va décider de surpondérer ou sous-pondérer telle ou telle valeur parce qu'il y croit plus ou parce qu'il y croit moins. Donc, il y a vraiment un biais très important du gérant en gestion active qu'on ne retrouve pas en gestion indicielle, puisque là, le but, ce n'est pas de faire mieux qu'un indice de référence, c'est de faire l'indice qu'on réplique. Voilà, donc voilà pour les questions posées. Merci énormément pour votre participation. Cette session de webinaire touche à sa fin. Bertrand, je te laisse peut-être le mot de la fin. Merci déjà, Imen, de ton accueil. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. On essaye toujours d'être, comment dire, assez actif en termes d'éducation, de pédagogie. Voilà, donc le mot de la fin, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour pousser tel ou tel ETF plus qu'un autre. C'est à vous de faire votre choix en termes de thématique,
En revanche, ce qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les risques associés, quels sont les avantages, et puis évidemment de comprendre ce qu'est un ETF et ce qu'il peut apporter en plus par rapport justement à des FCP classiques dans un contrat d'assurance vie, un PEA ou un compte titre. Merci énormément Bertrand, merci à vous participants. Le mot d'ordre de mon côté, c'est nous sommes à votre écoute. Et puis voilà, donc nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau webinaire pédagogique sur un autre sujet. Merci énormément. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.